C'est News, il est 8h15, bienvenue à tous. Laurence Ferrari, vous recevez ce matin Alexis Corbière, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Bonjour Alexis Corbière, Bonjour, Laurence. Bienvenue dans la matinale de CNews. Il y a la sortie du programme L'Avenir en commun, c'est le livre que vous avez là avec L'Avenir en commun. C'est Jean-Luc Mélenchon, c'est uniquement lui ou c'est le candidat. un programme participatif? C'est-à-dire, oui, beaucoup d'équipes ont travaillé dessus. Évidemment, il y a Jean-Luc Mélenchon sur la couverture, c'est le candidat. On a, dans quelques mois, une élection où les programmes vont être portés par des hommes et des femmes. Je dis les programmes, j'ai envie de dire que pour l'instant, il n'y en a qu'un qui est porté par un candidat, c'est nous. Je ne connais pas encore d'autres candidats qui ont fait ce travail-là. Donc, ce dont nous parlons, pour ce qui nous revient... Il n'y a pas de programme aujourd'hui dans les autres candidats? Je n'en ai pas beaucoup vu à ce stade. Je sais qu'il y a des gens qui sont candidats. Du côté des Républicains, il y a oui, des mais choses qui se justement, passent. vous animez des débats. Il me semble qu'ils sont en train de discuter. Et il y a des choses, il y a des joutes verbales qui ont lieu, qui ont leur importance. Hein, mais ce travail-là qui est fait, à savoir présenter devant le corps électoral, devant les citoyens, un ensemble de textes écrits. Les écrits engagent plus parfois que les simples déclarations médiatiques. On est les seuls à le faire, à ma connaissance. 150 pages, 14 chapitres, 694 propositions. Un candidat que vous connaissez, Jean-Luc Mélenchon. Bon, voilà. Et on va en parler tout à l'heure. On est maintenant dans un moment électoral avec l'élection phare de la Ve République. Tout le monde sait bien que c'est là que l'essentiel du pouvoir se concentre. Et j'invite chacun à faire un choix en conscience, en fonction de ce que disent les candidats. On va discuter un peu de nos propositions. Et j'ai envie de dire, méfiez-vous des candidates et des candidats qui n'ont pas de programme. C'est dangereux pour la démocratie. Ces gens qui sont essentiellement dans ce qui laisse apparaître... Comme Emmanuel Macron, à l'époque? Oui, j'aimais pas beaucoup, moi, cette manière très pétaradante et médiatique d'Emmanuel Macron, d'être souvent plus une image d'une jeunesse, etc., que vraiment quelqu'un porteur d'un programme, même si par la suite, après, il en a eu un programme. Il y en avait même un, rappelez-vous, qui s'appelait Révolution. C'était le titre de son livre. Je ne sais pas. Livre qu'un oui, mais il y avait des aspects programmatiques. Mais bon, faisons-le, c'est maintenant, parce que beaucoup de gens ont du mal à rentrer dans cette campagne présidentielle, parce que pour l'instant, il y a beaucoup de bruit médiatique, et parfois certains survitaminés sur le plan médiatique. Mais il y a beaucoup de préoccupations vitales pour les Français. Voilà. Moi, je pense comme vous. Et je pense qu'il faut parler du fond. Moi, je vais dire d'abord, la priorité, c'est priorité au social et aux difficultés que rencontre notre pays. Vous avez aujourd'hui près de 12 millions de personnes qui sont, par exemple, dans des problèmes de logement et de logements qui sont en train d'avoir des problèmes, je ne trouve pas le mot ce matin, d'isolation, par exemple, etc. On a près de 10 millions de gens qui sont sous le seuil de pauvreté, par exemple. C'est quand Donc même là, qu'est-ce que vous proposez là-dessus? Il y a des choses très très claires. Sur tous ces sujets, pardon, on veut mettre un terme, comme je reprends l'expression de mon candidat Jean-Luc Mélenchon, à cette maltraitance sociale qui existe dans le pays. Eh bien, par exemple, nous sommes favorables à ce qu'il y ait une loi d'urgence qui fixe des prix et l'impossibilité pour certains produits élémentaires, je pense notamment on nous demande de manger 5 fruits par jour, mais d'autres produits d'urgence, si je puis dire, élémentaires, dans lesquels il y aurait un prix minimum ou maximum, selon la manière dont on le prend. On gèle les prix de l'alimentation et de l'énergie. Sur des choses élémentaires, ce serait fixé. Évidemment, il faut après revaloriser le pouvoir d'achat, SMIC à 1 400 €. Il faut en finir avec la précarité. C'est ce que propose aussi Xavier Bertrand, personne en dessous de 1 500 écoutez, €. si Xavier Bertrand parle comme Jean-Luc Mélenchon, formidable. Sauf que la manière dont il prend les choses, me semble-t-il, c'est des aides publiques qui viennent augmenter l'augmentation des salaires. Moi, je suis pour, malgré tout, qu'on en revienne à ce que nous permet la loi, 1 400 €, qu'il n'y ait aucun des minima et des retraites qui soient en dessous de ce salaire minimum. Car si l'on considère que le salaire minimum, c'est le minimum qu'il faut pour vivre, eh bien, même ceux qui sont en situation de précarité, de retraite, doivent pouvoir être à cette somme. Pour mettre un terme à la précarité, par exemple, est-ce que vous saviez le nombre de gens, y compris dans la fonction publique, je crois que c'est près de 800 000 personnes qui ne sont pas titularisées. Il faut les titulariser, il faut donner de l'emploi. 800 000 oui, aujourd'hui, dans la fonction publique, il faut les titulariser. Ils occupent des postes aujourd'hui qui sont stables. On augmente la masse de fonctionnaires. Non, je parle des gens qui travaillent à l'heure actuelle. Mais enfin, il y en a assez je pose la question. Non, mais j'entends bien, vous avez raison. Par exemple, vous avez eu dernièrement une mobilisation de ce qu'on appelle les AESH. Ces personnels, vous savez, qui interviennent souvent dans les écoles en soutien à nos enfants qui ont des difficultés. C'est des gens, des femmes, souvent des femmes d'ailleurs, à 85%, ultra précarisées, 750 € par mois, parce qu'elles sont sur de 21-22 heures, tout ça. Il faut mettre en terme, il faut stabiliser toutes ces professions. Je parle d'elles parce qu'elles ont, je les ai au cœur, si je puis dire, elles ont été mobilisées. Voilà, donc... Et on pourrait continuer. Mais la maltraitance sociale, comme on est quand même un des États qui aide le plus. Il y a un système de redistribution sociale qui fonctionne bien. Il y a de nombreuses aides. Grâce à des gens comme nous, à notre famille politique qui, à travers l'histoire, a fait la sécurité sociale. Oui. C'est la France Insoumise qui a fait la sécurité sociale? Non, je dis notre famille politique, c'est-à-dire... La gauche. La gauche, ceux qui ont au cœur la République sociale. D'accord, ça a toujours été un débat.
Et dans des moments où le pays était fort mal en point, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la manière dont il s'est reconstruit, c'est à travers un programme notamment qui mettait en place cette idée révolutionnaire qu'était la sécurité sociale. On est un pays d'avancée sociale, 5e semaine de congés payés grâce au gouvernement de François Mitterrand. Nous, on propose d'ailleurs une 6e semaine de congés payés. Il faut réduire le temps de travail, pas seulement parce que ça offre une qualité de vie, c'est pas secondaire, mais aussi ça permet à des jeunes d'accéder sur le marché du travail. Il faut surtout pas repousser l'âge de départ à la retraite, comme le proposent beaucoup de gens. Il faut la baisser ? Il faut revenir à 60 ans. Oui, Laurence Ferrari, 60 ans. C'est ce que dit Marine Le Pen aussi. Écoutez, si elle parle comme Jean-Luc Mélenchon à nouveau, tant mieux. Tout le monde parle comme Jean-Luc Mélenchon. Non, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que les gens disent des choses très bien. Moi, je sais que nous portons avec Jean-Luc Mélenchon l'élection présidentielle de 2012, 2017 et cette fois-ci une cohérence. Oui, c'est très cohérent justement. Ça n'est pas un candidat champignon qui apparaît à la dernière pluie médiatique comme certains, qui à l'occasion d'une campagne électorale, une espèce de blitz médiatique apparaissent. J'ai des noms en tête, pas que celui. Médiatique. Oui, c'est-à-dire que d'un seul coup, il y a des gens qui n'étaient pas là et qui réapparaissent et qui sont parés de toutes les vertus, qui sont souvent, vous savez, une série de jeux de miroir. À savoir, ils laissent à penser qu'ils proposeront telle chose, mais on ne sait pas très bien ce qu'ils proposent. D'où le fait que faut être sur un programme écrit. Et après, on est d'accord, pas d'accord, on se détermine et le débat a lieu. Alexis Corbière, le premier parti de France, c'est le parti de l'abstention. Oui. Les Français sont dégoûtés par la politique. Oui. Ils ne votent plus. Oui. Qu'est-ce que vous proposez, vous, pour les ramener vers les urnes ? Je suis d'accord avec le diagnostic. Et quand les dégoûtés s'en vont, il ne reste plus que les dégoûtants, souvent. C'est ça que je dis crûment. C'est-à-dire que... c'est important et je vous remercie d'ailleurs de le pointer. Les électeurs sont dégoûtants, ceux qui votent ? Non. Je veux dire, souvent les hommes et les femmes politiques qui profitent de ce système de basse participation ne sont pas ce qu'il y a de meilleur. Je le dis avec un terme un peu vif, mais on comprendra ce que je veux pointer là. Moi, je n'accepte plus cette idée que à chaque élection récemment régionale, élection départementale, élection municipale, 70% de nos concitoyens ne sont pas venus voter. C'est-à-dire que toutes les présidentes et présidents de région, tous ceux qui ont été élus dernièrement, sont élus avec une faible légitimité. Qu'ils ne le prennent pas sur le plan personnel, je vais même vous parler de mon cas. Je suis élu dans une circonscription en 2017 avec 59% des voix au second tour. En vérité, je ne représente que 21% des électeurs inscrits sur liste électorale de Montreuil et Bagnolet. 80% des gens de ma circonscription n'ont pas voté pour moi. Et ce qui m'arrive à moi, c'est le cas des 577 députés. Donc il faut changer le système. C'est-à-dire il faut d'abord partir du principe comment le peuple revient voter. La souveraineté populaire, c'est d'abord la participation. Alors pourquoi les gens ne viennent pas voter ? Parce que ce que vous avez pointé, souvent ils ont un rapport extrêmement blessé, si je puis dire, et un peu, vous l'avez dit, dégoûté. Oui, il n'y croit plus aux promesses non tenues. Ce que nous pensons, déjà la Ve République est un système qui permet de fonctionner, même si les gens ne viennent plus voter, il faut l'abolir. Une assemblée constituante, c'est-à-dire que le peuple lui-même décide de représentants pour discuter de nouvelles institutions. Donc ça prend du temps, ça. Oui, ça prendrait du temps. D'ailleurs, on a un programme très clair. Si Jean-Luc Mélenchon est élu, le 14 juillet, il convoquerait par référendum, demanderait aux Français est-ce que vous m'autorisez à convoquer une assemblée constituante. Si le peuple répond oui, à partir de là, sans doute au mois d'octobre, il y aurait des élections pour des députés constituants. En même temps qu'une assemblée nationale classique, telle qu'on la connaît aujourd'hui, aurait été élue un mois après l'élection du président de la République. Et puis après, elle se mettra à travailler à partir de janvier 2023, et nous lui asserions sans doute 1 an et demi, 2 ans de travail, tel que ça s'est passé déjà 4 fois dans l'histoire de France. Et elle mettait en place de nouvelles institutions. Et vous changez le quinquennat ? Parce que là, ça nous amène déjà moi, je suis ans de moins de pouvoir... Mais pendant ce temps, l'Assemblée, il y aurait un fonctionnement classique 5e République. Oui, le temps que l'Assemblée constituante... On doublerait les... Mais comme dans tous les pays. Moi, je suis très intéressé par le Chili. Actuellement, il y a une Assemblée constituante qui est convoquée. Vous avez l'Assemblée nationale classique qui existe. Et puis pendant ce temps, travaillent des députés constituants. Et une fois qu'ils ont fini leurs travaux, ils les soumettront au peuple. Alors, je reviens à votre question parce que parmi les idées fortes que moi j'ai, que nous avons avec mes amis, pour que les citoyens veulent plus de contrôle sur leurs élus, c'est important cette affaire. Et alors, nous proposons le droit de révoquer les élus. C'est-à-dire la possibilité, si un certain nombre d'électeurs le demandent en cours de mandat, à partir de la mi-mandat par exemple, et puis pourquoi pas dire que la dernière année, on n'a plus le droit de le faire, si un certain nombre d'électeurs le demandent, 5-10% du corps électoral, eh bien on refait une élection. Les gens ne sont pas d'accord avec Corbière, parce qu'ils trouvent pour toute une série de raisons que c'est un mauvais député. On le dégage. Attendez, d'abord, est-ce qu'il y a 10% du corps électoral qui demande à ce qu'on refasse l'élection ? Et si ces 10% sont rassemblés, on refait le vote. Et peut-être même que Corbière, finalement, sera réélu. Ou peut-être qu'il ne le sera pas. Ça vaut pour le président de la République ? Et ça vaut surtout pour le président de la République. Ce que je propose là,
Ça existe dans 3 pays d'Amérique latine, dans 38 États sur 50 aux États-Unis, le recall, le droit au rappel. Et c'est aussi dans les fondements même de notre histoire nationale, le droit au rappel des élus. Le droit de révoquer les... Ça génère pas beaucoup d'instabilité institutionnelle. Je crois que l'instabilité, elle est là, Laurence Ferrari, vous l'avez dit vous-même. 70% de gens qui viennent plus voter. Un dégoût de la classe politique, c'est une forme d'instabilité. Mais on a des institutions glacis, j'ai envie de dire, actuellement, qui ne montrent pas ce qui se passe sous le sol. Vous savez, le volcan, hein, la roche, elle a beau être immobile, si en dessous la lave est en fusion, un jour ça explose. Et vous comme moi, je suis pour des règlements pacifiques au problème. Si on ne comprend pas qu'il y a un problème de consentement à l'autorité, quel que soit celui ou celle qui sera élu par la suite, toujours sera contesté. Et moi, je suis pour qu'on manifeste. Mais aujourd'hui, on voit bien que c'est plus seulement une manifestation, c'est parfois même une rage contre n'importe quelle décision, une colère. Et quand on a l'impression que nos institutions ne peuvent plus régler démocratiquement ça, c'est la violence qui prend le pas. Et je suis contre la violence. Contre la violence. Et en plus, on est une société médiatisée où les réseaux, etc., chauffent. Et franchement, ça m'inquiète. Alors justement, vous parlez de violence. Je me suis penchée sur vos propositions sur la sécurité. Oui. Tout un chapitre qui a été notamment élaboré par Hugo Bernalicis, qui est intitulé « Retour à la raison », et où vous commencez alors par évoquer les problèmes de contrôle aux faciès faits par les policiers. Vous citez Adama Traoré et Rémi Fraisse. Et il y a toute une série de mesures qui sont faites pour cibler la police. Refondation du code de déontologie des services de police, démantèlement des BAC, révolutionner la police complètement, évaluer les missions de service public de la police, améliorer l'accueil public. Oui, j'espère que vous êtes d'accord avec le fait qu'on améliore l'accueil public. Bien sûr, alors je vais à l'essentiel, Laurence Ferrari, parce que je vois... Quelle est votre philosophie en matière de sécurité ? Je suis pour la police, je suis pour une autre police. Je dis aux policiers qui me regardent, avec Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise, vous travaillerez dans de meilleures conditions. Les policiers qui me regardez, vous avez tout intérêt à ce que le rapport avec la population s'améliore. Vous faites un travail très difficile, dans des conditions difficiles. Je suis un élu... Beaucoup de violence contre les mais bien sûr, avec de la violence contre les policiers. Et par ailleurs, ils sont amenés souvent à régler des tas de problèmes, à mon avis, qui ne sont pas seulement du ressort de la police. C'est-à-dire que toutes les difficultés sociales du pays, on appelle les policiers pour tout régler. Moi, je salue, à travers ce micro, les policiers qui, à 3h du matin, vont aller protéger une femme qui est en train d'être frappée par son mari. Je connais très bien le cas, hélas. Bon, donc... Merci, messieurs, c'est souvent des hommes. Mais en même temps, parce qu'ils travaillent dans des conditions difficiles, il faut leur donner des moyens, vraiment. Donc nous proposons l'embauche de 10 000 policiers. Il faut les former différemment. Beaucoup ne sont pas formés. J'en ai discuté avec certains jeunes inspecteurs. Ils viennent de province, ils arrivent, ils ont peu de séances de tir, peu de séances de formation, et on les envoie, pardon l'expression triviale, au carton directement. Et ça peut amener après toute une série de dysfonctionnements. Troisièmement, oui, c'est vrai. En fonction de l'idée que je me fais de la police, il y a parfois trop de comportements qui, selon moi, ne font pas honneur à l'idée que je me fais de la police. Des propos discriminants, des attitudes violentes, des violences policières qui ne trouvent pas de réponse telle que les citoyens les attendent et telle que l'institution même devrait le permettre. Vous validez l'IGPN aujourd'hui, trop souvent... il y a des violences de policiers, ce sont des violences policières. De policiers. Moi, je ne dis pas le mot violence policière qui essentialise. Essentialiser quoi ? Nous ne disons pas que tous les policiers sont violents. Mais ce que je veux dire, ne jouons pas avec les mots. Quand il y a des consignes, y compris, qui sont données, je l'ai vu dans le mouvement des Gilets jaunes, de sortir du matériel que je n'ai jamais vu dans ma vie militante, des LBD, qu'il y a des tirs tendus, qu'on blesse des gens, ce sont des violences policières. Et l'IGPN sanctionne, puisque assez peu, la c'est ça le fonction problème. des policiers est la plus sanctionnée aujourd'hui dans les fonctionnaires. Oui, ça c'est facile à dire. C'est les chiffres. Non, mais ce sont des chiffres que commencent les syndicats de police, mais trop souvent, beaucoup d'enquêtes qui sont faites par l'IGPN débouchent sur pas grand-chose. C'est ça la difficulté. Il y a des sanctions parfois très lourdes, vous le savez, double sanction. Pour rassurer tout le monde, ce que nous pensons, à l'image de ce qu'avait dit le président de la République, mais je crois que finalement, dans la loi qu'il annonce, qui aurait lieu au premier trimestre, c'est un peu abandonné. Il serait bon que l'IGPN ne soit pas la police qui contrôle la police, mais qui est aussi un regard externe aussi qui viennent enrichir ça. À l'image, on a souvent pris l'exemple de ce qui se passe en Grande-Bretagne. Pourquoi ne pas faire rentrer dans ces instances de contrôle des sociologues, des chercheurs, etc., pour que ce soit pas seulement les collègues entre eux, avec tous les phénomènes que ça peut entraîner, à savoir que on a du mal parfois à dire que tel ou tel collègue a dysfonctionné et on peut être amené à le protéger. Bon, moi je pense que ce serait sain. Et je le dis aux policiers qui m'écoutent. Plus il y aura ces éléments qui rassureront la population, plus les gens vous renoueront confiance avec vous. Et nous avons besoin d'une police. Moi, je ne conçois pas une société sans police, parce que la société sans police, c'est le fort qui l'emporte sur le faible. Je veux dire, moi, je suis pas pour que... Oui, et moi, je suis pas pour que ce soit les gens qui fassent justice eux-mêmes. Mais il faut aussi que les policiers
Comme moi, je suis enseignant et j'accepte l'idée que l'école, elle est formidable, mais elle dysfonctionne parfois. Et qu'il y ait une autorité de l'enseignant. Et qu'il y ait une autorité. Moi, je suis inspecté régulièrement, etc. L'enseignant peut être sanctionné. Et que si tout ça fonctionne bien, que les parents sont reçus, l'autorité de l'enseignant en est renforcée. Une dernière question sur Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que il y a des alliances qui sont possibles aujourd'hui à gauche? Vers qui est-ce que vous vous tourneriez principalement pour faire une alliance? Les Verts, le PS? D'abord, ceux qui sont d'accord avec notre programme, donc on l'a envoyé à beaucoup de gens, amis de la gauche dont vous parlez, lisez-le, et s'il y a des points qui peuvent, vous pensez, amener à ce qu'on se retrouve ensemble, c'est tant mieux, notamment à l'occasion de l'élection présidentielle, pourquoi pas à l'occasion des élections législatives, ça c'est une première chose. Et puis je vais vous dire, je vais écouter un sondage tout à l'heure que vous présentiez avant notre émission. Aujourd'hui, un Français sur deux n'a pas fait de choix, d'accord? Il va le faire à partir de janvier, et en particulier dans les dernières semaines. C'est à eux surtout que je m'adresse. Le problème de la gauche, c'est moins sa division, elle a toujours existé, qu'aujourd'hui sa faiblesse dans ce rapport à la population. Il faut convaincre les cœurs. Aller chercher des gens, ceux dont vous parliez très bien tout à l'heure, dégoûter en leur disant là vous avez quelque chose qui va vous changer la vie et qui va vous donner des droits nouveaux. Droit de révoquer les élus, prise en compte du vote blanc, seuil de représentativité pour les élus. C'est pas changer le monarque que je propose, c'est pas mettre Monsieur Mélenchon meilleur que Macron à la place de Macron. Le système de la Ve République rend fou. Trop de pouvoir concentré sur un seul homme. Pouvoir populaire, c'est ça que nous proposons. Et évidemment social, j'en ai parlé, évidemment écologie. On n'en a pas beaucoup parlé, mais vous comme moi j'ai des enfants, le dernier rapport du GIEC qui me dit que la Camargue peut-être va disparaître à l'échelle d'un siècle, ça me terrifie comme vous, et je n'ai pas envie de cela. Donc il faut agir, et c'est ce système économique qui détruit la planète. Bref, énorme chantier. Je forme le vœu que dans les élections qui viennent au mois d'avril, on puisse discuter de tout ça. Le même sondage d'encore, je termine là-dessus, et pourquoi il est intéressant. La priorité des Français, c'est le social, c'est les fins du mois difficiles, c'est ça. Et la santé. Et la santé, là aussi, hôpital public remis en cause parfois par des politiques aussi d'austérité. Bref, on a parlé de beaucoup de choses, mais 694 propositions et meeting le 5 décembre de Jean-Luc Mélenchon pour ceux qui sont en région Île-de-France. Vous voyez, j'ai fait plein d'annonces. Vous avez tout fait. Merci beaucoup, Alexis Corbière. À vous, Romain Desarmes, pour la suite de la matinale.